courage aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Le journal anglais The Guardian produit le documentaire Les Rebelles de Valais, portrait engagé de Cédric Héroux. Cet agriculteur des Alpes-Maritimes s'est fait connaître pour avoir pris en charge des réfugiés, et cela malgré la répression policière. Au-delà de la personnalité de Cédric Héroux, le récit va à la rencontre de ces citoyens qui ont décidé de faire le travail que ne fait pas l'État. Et les réfugiés érythréens, soudanais ou éthiopiens qui rêvent d'une terre qu'ils n'ont jamais vue. Les Rebelles de Valais à découvrir sur le site internet de The Guardian, et c'est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Les titres. Quel monde selon le pape François? C'est le sujet du soir avec les journalistes Marie-Jo Harry-Guilandine et Thomas Brunel. Elle est la présidente engagée, active de l'association INSEM, Laetitia Cook-Descoings, et l'invité événement de votre 20h. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Pendant le 20h. INSEM est une association de loi 1901 qui soutient les personnes qui vivent en Corse et qui doivent se rendre sur le continent pour raisons médicales. L'offre de soins ne peut malheureusement répondre totalement aux besoins des patients. La solidarité, Laetitia, est un combat de tous les instants pour vous. Oui, pour nous, et comme de nombreuses associations, et puis je fais lien avec ce que vous venez de dire, il y a des citoyens qui s'engagent pour faire ce que ne fait pas l'État. On est très exactement dans le même cas, puisqu'il y a des familles qui sont obligées de se rendre sur le continent pour se soigner, puisque nous sommes la seule région de France à ne pas avoir de CHU. Eh bien, les pouvoirs publics n'assurent pas la mission de service public qui consisterait à aider les familles à faire face à tous les surcoûts induits par ces déplacements obligatoires. Eh bien, c'est la société civile, les associations, les citoyens, les bénévoles qui, en effet, engagent un véritable combat pour soulager les malades. Le désengagement de l'État, dans ces missions, moi je vais le dire comme cela, dans ces missions régaliennes, parce que les choses soient claires, je considère, parce que nous sommes là pour donner des points de vue, je considère également que l'État a une mission régalienne, oui, régalienne dans l'égalité d'accès aux soins, dans une mission de solidarité sur tout le territoire, avec un maillage. C'est ce que vous essayez de faire, combler ces inégalités, combler ce manque de solidarité de l'État. Depuis quelques années, il faut l'avouer, tout de même. Oui, mais depuis toujours, puisque, encore une fois, dans d'autres îles, il y a des CHU, il n'y a qu'en Corse qu'il n'y en a pas. Et il me semble que nous sommes pourtant des contribuables comme les autres. Donc nous devrions, au titre au moins de l'impôt que nous acquittons, comme n'importe quel autre citoyen, pouvoir bénéficier des mêmes infrastructures. Il y a de nombreuses inégalités dans notre pays, dans le monde dans lequel on vit. L'inégalité face à la maladie, c'est certainement la plus insupportable. Je vous propose de regarder un extrait du film Le Catiro, qui pour elle et pour les autres, qui sera diffusé le vendredi 19 mai à 20h30 sur notre chaîne, et nous en parlons. La première association, quand on est rentré, d'ailleurs, ce sont eux qui m'ont contacté, c'était INSEM, pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. C'est une association qui aide les familles à financer les trajets, parce qu'il n'y a qu'un accompagnant dont le voyage est remboursé avec l'enfant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, il y a des frères, des sœurs. Il faut aussi payer les voyages du papa qui va faire des allers et retours. Presque en même temps, il y a eu Catherine Rigra de la Marido aussi qui m'a téléphoné en me demandant si j'avais besoin et à qui j'avais dit aussi non, tout va bien, j'ai pas besoin. Et à cette époque-là, je pensais qu'on n'aurait pas besoin parce qu'on arrivait à se débrouiller. Et en même temps, on culpabilise et on n'a pas envie, voilà, de faire appel... de demander de l'argent parce que notre enfant est malade. Je sais que moi, au début, j'étais pas du tout dans cette optique-là et je le refusais même. Moi, après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mets ton orgueil de côté. Le principal, c'est l'Elia, quoi. Après, le reste, on s'en fout. Et c'est à partir de là où j'ai accepté qu'on m'aide. Isabelle Slimane Ipaldatch, mère de famille, elle dit, c'est à ce moment-là que j'ai accepté que l'on m'aide. Oui, c'est pas toujours évident. Et puis, en effet, on ne devrait pas avoir à demander de l'aide lorsque son enfant est malade. Tout devrait être fait pour
pour nous aider à se battre à ses côtés. Mais elle a eu bien raison et en plus, elle a le courage aujourd'hui de témoigner, d'en parler, d'inciter les autres à aussi accepter cette main tendue. Et puis INSEM, c'est très particulier. On n'est pas dans une démarche de solidarité, de générosité descendante. On n'est pas dans la charité, on est dans une démarche transversale, dans une démarche de citoyens, je disais de bénévoles, qui ont décidé de faire face ensemble à une problématique qui ne concerne que la Corse et qui se donnent tous la main, tous au même niveau. Et chacun, à un moment, on peut avoir besoin de l'association. Et puis, lorsque les choses vont mieux, ou en tout cas, lorsque les choses sont passées, eh bien, on peut, à son tour, constituer un maillon de la chaîne et en aider d'autres. Donc, il n'y a vraiment aucune gêne à avoir à faire appel à l'association. Tout le monde peut en bénéficier à partir du moment où un médecin corse a décidé qu'une consultation ou une opération ou des soins sur le continent étaient nécessaires et à partir du moment où ce déplacement était validé par l'assurance maladie. À partir de là, nous, on a décidé depuis le départ de ne pas intervenir en fonction des revenus. On aide tout le monde, y compris les gens qu'on appelle la classe moyenne, c'est-à-dire les fonctionnaires, les commerçants, les artisans, le gros de la population, ceux qui, par définition, n'ont pas droit aux aides d'habitude. Donc vraiment une démarche très transversale de solidarité dans laquelle chacun peut trouver sa place. Alors cette transversalité de la démarche, j'imagine, comme ce fut le cas pour Isabelle, qu'elle induit aussi une forme de pudeur chez les personnes avec lesquelles vous aidez. Vous la retrouvez dans la diversité aussi des personnes. Cette pudeur, elle est souvent là, présente. Elle empêche également. Au départ, davantage qu'aujourd'hui, pour être honnête. Au départ, oui, une grande pudeur, certainement peut-être aussi liée au caractère méditerranéen. Peut-être. Et puis, je crois que depuis quelques années que l'association est un peu plus connue, depuis qu'on voit aussi qu'à aucun moment, jamais, on essaye de faire pleurer dans les chaumières, à aucun moment on ne parle, sauf lorsque eux le décident, des familles ou des malades, on respecte, la base c'est de respecter la dignité des malades et je pense que ça permet aussi d'établir un lien de confiance et de venir plus facilement vers l'association. Ça libère la parole, ce que montre très bien d'ailleurs le film de Cathy, ça libère la parole, il y a ce désir de dialoguer, de témoigner, c'est important, c'est même essentiel. Concrètement, Laetitia, quel type d'aide l'association INSEM apporte ? Alors, il y a deux types d'aides. La première aide, la plus large, celle qui concerne vraiment tout le monde, c'est une aide à l'information. C'est-à-dire que quelqu'un qui apprend, alors parfois c'est une catastrophe et il faut partir en urgence, puis parfois c'est une intervention qui est programmée, mais lorsqu'on apprend qu'on doit partir, tout de suite, il y a des questions très pratiques qui se posent, où je vais dormir, qui va venir me chercher, est-ce que j'ai droit à un accompagnateur ou pas ? Toutes ces choses-là. L'association aide de manière très personnalisée plus de 500 familles par an à organiser ces déplacements, à faire toutes les démarches administratives qu'il faut en amont, parce que ça n'est pas une fois qu'on revient qu'on peut se faire rembourser si au départ on n'avait pas fait les démarches qu'il fallait, et aussi beaucoup à trouver des hébergements à proximité des lieux de soins. Et à côté de cela, pour ceux qui en ont le plus besoin, il y a une mission de solidarité. Et là concrètement, on aide à financer ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Isabelle le dit très bien dans le témoignage, ça semble complètement incroyable, mais lorsqu'un enfant est malade, y compris lorsque c'est la pire des maladies, eh bien l'assurance maladie ne prend en charge les billets que d'un parent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter et donc on intervient systématiquement pour payer par exemple le billet du deuxième parent. On a d'autres dispositifs d'aide qui peuvent être sollicités exclusivement en fonction de la maladie, en fonction de la durée par exemple qu'on peut passer sur le continent. Il n'y a pas de critères de revenus sociaux. Alors il faut affronter aussi la réalité. Elle est brutale, la réalité. Je vais donner, malheureusement, je ne sais pas le dire autrement, mais un chiffre, en tout cas c'est Isabelle qui en parle. 2500 enfants en France qui sont touchés par les cancers pédiatriques et 500 décèdent chaque année. C'est important aussi d'annoncer des chiffres, même s'ils sont terribles, terrifiants même, mais c'est essentiel pour comprendre l'importance aussi de ce que vous faites au quotidien, Laetitia. C'est essentiel, et lorsqu'on parle du cancer pédiatrique, d'autant plus qu'on sort d'une campagne électorale présidentielle majeure dans laquelle on a entendu les pires insanités, les pires choses, les plus inutiles qui soient. À aucun moment, personne n'a jamais parlé du scandale qui est l'absence de recherche sur le cancer pédiatrique. 90%, je crois, et si je me trompe de chiffre, en tout cas, l'immense majorité de la recherche en France est dédiée au cancer pour les adultes et pas aux enfants.
l'enfant. Et il y a trop d'enfants qui meurent chaque année. Et c'est un scandale vraiment que le débat politique, à l'aube d'une nouvelle présidence, on n'ait jamais abordé ce sujet majeur de santé publique. Oui, la santé publique, en effet, a été oubliée. En 2016, vous l'avez dit, ce sont 538 familles qui ont pu bénéficier du soutien de l'association INSEM. Nous voyons justement quelques chiffres à l'écran. Il y a des manifestations caritatives, des réunions d'information, vous l'avez dit, on a insisté dessus parce que c'est important d'être informé. Vous avez le désir d'occuper l'espace territorial avec un véritable maillage, ne serait pas seulement sur l'information, mais également sur l'action. Bien sûr, parce que l'initiative, elle est partie d'une démarche personnelle au tout début, donc plutôt ajaxienne. Et puis très rapidement, on avait conscience depuis le départ qu'on n'est pas malade que d'un côté du col de Witzavon. Malheureusement, tous les Corses sont confrontés à cette problématique des départs sur le continent. Donc on a ouvert un deuxième bureau en Haute-Corse. Et là, cette année, on franchit un pas supplémentaire, puisqu'on s'aperçoit aussi qu'au sein même de l'île, il y a des déséquilibres. Et qu'on a un bureau ajaxien, on a un bureau Bastia, mais et les autres. C'est pas si facile que ça de venir déjà voir une association et en plus se rendre soit à Ajaccio, soit à Bastia. Donc on ouvre là au mois de mai un troisième bureau d'information et d'accompagnement personnalisé, là où les familles peuvent être reçues en toute discrétion, en toute dignité, en Balagne, à Île-Rousse, et la personne qui s'en occupe sera chargée spécifiquement du territoire rural. Et elle se déplacera dans toute la Corse pour aller au plus près des besoins, au plus près des familles, parce que cela, ce n'est pas la double peine qu'ils ont, c'est la triple, parce que c'est encore plus compliqué dans certains territoires, même au sein de la Corse. Et c'est aussi cela, le lien social. Alors, je l'ai dit en préambule de notre conversation, c'est un combat de tous les instants. Les difficultés sont bien présentes, une équipe restreinte, un budget remis à zéro, il faut bien le comprendre, là encore, aux téléspectateurs, il faut bien le faire comprendre, un budget remis à zéro chaque année. Chaque année. Vous voyez, cette année, on a récolté 225 000 euros, à peu près. Et bien, sur ces 225 000 euros, alors, il faut dire la vérité, on a la chance d'avoir un partenaire très, très fidèle, qui est le groupe Oscaro, qui nous accorde une aide de 20 000 euros chaque année. Au-delà de ça, tous les compteurs sont remis à zéro. Toutes les aides qu'on peut obtenir sont remises à zéro. Il n'y a aucune convention pluriannuelle qui nous garantisse que d'une année sur l'autre, notre organisation, notre structure, nos activités pourront être maintenues. Donc là aussi, c'est un véritable combat de chaque jour de se dire, il y a ces centaines de familles maintenant qui font appel à nous. Il y a ce maillage sur le territoire qu'on a mis en place pour pouvoir répondre à ces besoins. Il y a tous ces partenaires qui comptent sur nous. Il faut absolument qu'on réussisse à trouver l'argent pour exister le plus longtemps possible. Alors pour aller plus loin sur toutes ces questions, la thématique France 3 Corse Vie Asteel, soirée spéciale avec 2 documentaires de Cathy Rauque, pour elle et pour les autres, suivis de Humanité Rebelle. Ils sont diffusés le vendredi 19 mai à 20h30. Des films importants par et pour le service public, j'insiste là-dessus, qui questionnent l'égalité d'accès aux soins, la fracture sociale, mais aussi, au fond, la solidarité, ce qui doit constituer, vous le savez bien Laetitia, le pilier de toute société moderne, le lien social. Ces films témoignent avec une réalité parfois assez dure, difficile, mais où l'espoir est réel. L'espoir, il est symbolisé par l'action de votre association, INSEM. Merci beaucoup Laetitia d'avoir accepté l'invitation de Pendant le 20h. Merci à vous. Et peut-être à bientôt. On continuera à parler de l'association. Merci. Nous passons à notre sujet du soir. Le pape François recevra le président américain Donald Trump le 24 mai au Vatican. Cette rencontre est l'occasion du premier voyage de Donald Trump sur le continent européen. Nous posons la question, quel monde selon François? C'est notre séquence. Point de vue. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. 2 journalistes pour parler du pape François, Marie-Jo Arrigui-Landine. Bonsoir Marie-Jo et Thomas Brunel. Bonsoir, Bonsoir. mon cher Thomas. Alors, je l'ai dit, le nouveau président américain avec qui les relations ont été difficiles avec le Vatican au début. Apparemment, là, il semble que ça se passe un peu mieux. Une réaction sur ce voyage diplomatique. Est-ce que d'ailleurs, je peux le dire, diplomatique, Thomas? Ben oui, le pape François était il y a peu en Égypte. Oui, c'est vrai. Il allait aussi recoller les morceaux parce que son prédécesseur, Benoît XVI, a fait quelques bourdes.
Et c'est un peu, on en parlera de l'image du pape François, donc il est allé un peu parler de ce dialogue interreligieux qui est quand même important pour parler de paix. Il a rencontré quand même l'autorité musulmane Al-Azhar en Égypte avec le chef Al-Tayeb, parce qu'il fallait quand même recoller les morceaux et c'est important. Donc oui, c'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie au sens même très large du terme, parce qu'il en va de la paix dans le monde, il en va aussi du dialogue interreligieux, on en a parlé. Et puis voilà, c'est le but. C'est un homme d'État. Il ne faut pas oublier qu'il est pape, souverain pontife, et c'est le Saint-Siège, c'est à Rome, et c'est lui qui en est le président. Entre guillemets. Et ça s'inscrit, cette visite, vous l'avez dit Thomas, dans les longues visites diplomatiques, très politiques. On va revenir sur la formule politique d'ailleurs, du pape. Également, il faut se souvenir, il y a quelques mois maintenant, avec aussi Raúl Castro, cette visite qui avait fait tant parler également. Vous considérez, Marie-Jo, comme Thomas, qu'il y a cette idée d'une diplomatie comme un chef d'État peut l'avoir avec le pape? Clairement, oui, clairement comme un chef d'État, mais au-delà de ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même aussi la fonction spirituelle du pape qui entre aussi en ligne de compte et qui fait que lui va se mêler parfois d'affaires qui ne le regardent peut-être pas. Et c'est vrai qu'il a reçu Raúl Castro, il est allé à Cuba, il a rencontré Fidel Castro aussi, mais c'était pas nouveau. Il y avait déjà le pape Jean-Paul II qui avait aussi pris contact avec Fidel Castro à l'époque. D'ailleurs, notre pape actuel, le pape François, était très proche de Jean-Paul II. Il avait écrit les dialogues entre Jean-Paul II et Fidel Castro. Donc, les papes ont été là. Jean XXIII avait aussi lancé un appel à la paix quand même en 62. Ça doit être au moment de la crise des missiles soviétiques. Il a lancé un appel à la paix parce que il voit bien que Cuba est le nouveau siège de la guerre froide en fait entre les États-Unis et l'URSS. Donc, il lance cet appel. Le pape Jean-Paul II, lui, donc c'est dans les années plutôt 98, je pense. Il fait aussi, il redevient un interlocuteur privilégié quand même de Fidel Castro et il intervient aussi dans la libération de prisonniers politiques. C'est extrêmement important. Benoît XVI va aussi être reçu à Cuba. Et là, c'est vrai qu'avec ce pape-là, qui en plus est d'origine argentine, qui en plus est jésuite. Il ne faut pas oublier que Fidel Castro, il a été élevé chez les jésuites. Donc, il a tout en plus de la brebis égarée. Et c'est vraiment la mission de base du pape, en fait, enfin du religieux, du catholique, de rassembler son troupeau et de s'intéresser beaucoup à la brebis égarée. Peut-être parfois même plus qu'à celui qui ne réfléchit pas et qui ne se pose jamais de questions sur la religion. Alors, notre question du soir, la séquence point de vue, c'est le monde selon François. J'ai eu le sentiment, moi, au tout départ, dans son action diplomatique, qu'il y avait une sorte de hiatus. Et on avait le sentiment, en tout cas l'image qu'il donnait, c'était l'image d'un pape progressiste, qu'il pouvait éventuellement bouger sur les questions de société, et que finalement on s'aperçoit que quand il prend la parole, il parle comme un homme politique, avant tout à son, alors je ne vais pas dire électorat, mais en tout cas à son troupeau. À son troupeau, vous l'avez, je sais pas le dire. À son troupeau, oui, à son troupeau. Mais moi je crois qu'il fallait changer l'image aussi. On parlait de Jean XXIII qui était le bon pape, qui était le grand-père de tout le monde. Après on a eu Paul VI qui a un peu révolutionné avec Vatican II et l'Église, qui l'a fait entrer dans la modernité. Après, on a eu l'immense Jean-Paul II, qui a été le représentant, je dirais, international de l'Église catholique romane. Ça a été quand même une star, Jean-Paul II. Il ne faut pas l'oublier, que Jean-Paul II a été quelqu'un d'immense, non seulement au niveau religieux, mais au niveau international et diplomatique. Il a rayonné sur le monde, Jean-Paul II. Après, on a eu Benoît XVI, qui a été critiqué à l'intérieur et à l'extérieur, qui avait des prises de position avec un vrai repli culturel. Mais le problème, c'est qu'on a une espèce de vase communicant dans ces périodes-là. Quand l'Église catholique ne rayonne pas, d'autres religions en bénéficient. Et on a eu cette espèce de basculement vers un islam qui est un islam complètement hors du Coran, qui sombre dans le terrorisme et dans le côté obscur de cette religion, radical. Voilà. Alors que pourquoi ? Je pense aussi parce que l'Église n'était plus là. Et lorsque l'Église est là, je pense qu'il y a aussi des brebis égarées qu'on peut plus facilement ramener au sein de l'Église plutôt que... Ça veut dire que ce que vous dites, c'est qu'en fait, le dialogue interreligieux permet également, surtout peut-être même, de stabiliser, c'est ça ?
Oui, puis il rappelle assez souvent aussi qu'on a des prophètes communs quand même, qu'on a une histoire commune, qu'on a des livres communs. Et c'est vrai que quand il dit qu'en fait les musulmans et les catholiques et les chrétiens en général sont frères, c'est pas du tout aberrant. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir essayé de monter les religions les unes contre les autres, alors que les trois religions monothéistes tirent tout à fait leur dogme du même texte. Alors, vous le savez, dans cette émission, pendant le 20h, nous décryptons souvent la communication politique. Le pape également est un grand communicant, surtout celui-ci. Il a un compte Twitter notamment. Et il y a cette une, j'aimerais vous faire commenter cette une. Voilà, Rolling Stone, le pape François. Alors c'est très intéressant cette une de Rolling Stone parce qu'elle fait suite à un autre magazine Newsweek, un autre magazine anglo-saxon, qui remettait en cause la foi du pape. C'est intéressant ça, justement parce qu'il essayait de faire bouger les lignes. C'est-à-dire que Newsweek l'a presque soupçonné de marxisme. Mais franchement, soupçonné de marxisme. Mais comprenez, excusez-moi d'insister là-dessus, parce qu'au tout départ, ces prises de position, il y avait ce côté-là. Alors marxisme, c'est certainement trop fort. Et puis dans la plume des anglo-saxons, le marxisme, c'est forcément péjoratif. Mais vous comprenez qu'il y avait ce discours, franchement, même si ça ne veut plus peut-être rien dire aujourd'hui, dans le paysage politique, très à gauche. C'est ça, un pape près du peuple, un pape très populaire qui se soucie plus du peuple que de la curie, qui d'ailleurs règle ses comptes avec la curie. C'est vrai que c'est un pape qui a l'air d'être un pape social et qui s'occupe de la dimension sociale aussi de l'Église. Et là, du coup, il a été alors effectivement soupçonné de marxisme. Alors quand on connaît Marx et sa fameuse phrase quand même, la religion est l'opium du peuple, on peut se dire que Marx et le pape, ça peut pas vraiment matcher. Mais par contre, sur la partie sociale, évidemment, du discours de Marx, bien entendu, il est très près du peuple, il est très près de l'ouvrier, il est très près de la souffrance, il est très près de la pénibilité du travail, il est très près des gens. Et beaucoup moins, évidemment, dans les fastes du Vatican. Alors, je vais tourner le sens de ma question. Est-ce que l'opinion publique, avec ce pape-là, attend qu'il ait un discours progressiste ? Peu importe. Peu importe, parce que on avait besoin d'une image, on avait besoin d'un visage, on avait besoin d'une parole, et ce pape-là, issu du peuple, près du peuple, quand même, il a toujours refusé le faste de l'Église, etc., représente un peu tout cela. Et donc on avait besoin, pour les fidèles et pour ceux qui sont un peu aussi en questionnement, de visualiser, d'avoir une personne en face de soi qui représente l'Église. Alors, dans le monde actuel, qui est violent, qui est noir, qui est dangereux, qui est terrorisant et dans la terreur, on a besoin d'un visage quand même un peu plus apaisant. Donc on l'a. Donc le pape maintenant représente une autorité qui représente la paix, la bonté, etc. Donc on a ce visage-là et ce personnage-là, issu du peuple. Donc voilà, après c'est vrai que quand on entend son discours, on est un peu coincé. Mais Jean-Paul II aussi. Oui, c'est vrai. Jean-Paul II aussi. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'il a été l'un des papes les plus populaires de l'histoire. Ouais. Donc voilà. Donc je pense que on a privilégié le paquet cadeau, je dirais, plutôt que le cadeau. Vous connaissez la règle de l'émission. Il y a 40 secondes pour résumer votre pensée. C'est difficile en 40 secondes de résumer leur pensée. C'est un exercice de l'ENA, tiens. C'est vrai en plus. Résumez votre pensée, donnez vos arguments pour répondre à cette question. Selon vous, quel monde, selon le pape François ? C'est la question point de vue de votre 20h. Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. Top chrono. A priori, le monde selon François, ce serait plutôt un beau monde. Parce que justement, ce serait un monde beaucoup plus égalitaire, un monde où la parole de Jésus serait vraiment appliquée. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres, certes, mais aime aussi ton ennemi, respecte aussi ton ennemi, ne juge pas les autres. Le jugement appartient à Dieu et après au jugement dernier. Voilà, donc un monde qui ne jugerait pas, qui serait solidaire, qui aimerait les gens, qui accueillerait les migrants. Faut pas oublier qu'il était à Lampedusa, un premier voyage. Voilà, un monde vraiment chrétien au sens large, catholique encore plus. Ce serait vraiment un beau monde. Moi, il me fait penser à ce petit passage, vous savez, de Rudyard Kipling. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, je pense que ça lui correspond très bien. La formule, j'ai bien entendu, un monde qui serait catholique serait un beau monde. C'est ça que... serait un beau monde qui serait le monde où on garderait du catholicisme, l'amitié, l'amour, le pardon et le partage. Thomas. Moi, je souhaiterais qu'il ouvre l'Église. Les églises sont fermées.
Et la position de l'Église depuis trop longtemps, c'est d'attendre et d'accueillir en attendant. Et le fait d'aller à Lampedusa pour accueillir et pour tendre la main aux réfugiés, je crois que c'est ce geste-là qu'il faut faire. C'est-à-dire que aller vers les gens. Et là, en ce moment, je crois que la religion, le christianisme ne va pas suffisamment vers les gens. Attend, mais ne va pas. Donc il faudrait que sa présence soit plus importante dans les moments, dans les zones où les gens ont besoin qu'on leur tende la main. Et donc je crois que ce serait ça la mission première du pape François pour faire son monde de bonté, de paix. Il nous reste quelques secondes. C'est intéressant ce que dit Thomas sur le fait qu'il doit être peut-être plus interventionniste. Complètement. En fait, c'est ça. Le discours, certes, c'est important, le poids des mots, on le connaît, mais beaucoup plus interventionniste sur des grandes questions contemporaines, sur des grandes questions de diplomatie internationale. Oui, redonner l'exemple de la charité chrétienne, effectivement. Être présent. Alors, cette émission s'inscrit dans une série que nous faisons. Nous avons traité de la laïcité il y a quelques semaines, aujourd'hui du pape François. Nous allons poursuivre dans ce dialogue interreligieux. C'est important, c'est l'expression que vous avez utilisée, Thomas, et c'est essentiel aujourd'hui. Merci à vous deux d'avoir apporté votre regard. Je voudrais rendre hommage à un Tunisien qui vient de mourir, qui était un sage, qui s'appelait Mohamed Talbi, qui prônait la religion musulmane ouverte et miséricordieuse. Merci beaucoup, Thomas. C'est une émission œcuménique pendant le 20h. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Évidemment, ça se passe pendant le 20h.